gens ont raison, est très enflammé. Le risque quand on fait court sur des questions complexes, c'est qu'on devient caricatural. Mais du coup, vous avez le droit, pas seulement de poser des questions, mais à faire vos commentaires si ça vous a déplu. Alors, y a-t-il des questions sur l'ensemble des deux présentations? Oui? Oui, vous avez une question? Oui. Je voudrais savoir si vous avez un label Je voudrais savoir si vous avez comme norme de l'agriculture durable la norme bio. Alors, je réponds tout de suite, du coup. Alors, effectivement, je n'ai pas parlé d'agriculture biologique, je ne sais pas si vous avez aperçu. Alors, l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui a un cahier des charges, qui a une obligation de moyens, qui bénéficie du coup d'une certification par une tierce partie, qui lui donne accès à un label, un logo, et le consommateur d'un produit bio peut aujourd'hui à peu près être assuré que la teneur en perturbateurs endocriniens dans les céréales, fruits, légumes, ou que la teneur en antibiotiques dans les viandes sera moindre. Et du coup, cette agriculture biologique qui est labellisée, il y a des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher le produit artisanal issu de cette agriculture biologique, parce que l'agriculture biologique, il y a effectivement une voie possible vers ce qu'on appelle un peu le bio-business. Mais globalement, une vraie agriculture biologique, pour qu'elle soit durable en tout cas, il faut qu'elle se plaide sur la diversification dont j'ai parlé. Donc l'agriculture biologique, en réponse à votre question, relève très largement de l'agroécologie scientifique. Elle va devoir s'améliorer, parce qu'un pesticide naturel reste un pesticide. Et la grande question, vous le savez, surtout dans les régions viticoles, c'est la question du cuivre. On en reparlera si vous me reposez la question. Mais le bio doit encore se perfectionner, mais relève très largement de l'agroécologie. Le vrai problème de l'agriculture biologique, c'est qu'effectivement, le consommateur, pour avoir une alimentation saine, est prêt à payer un peu plus cher. Et du coup, la question que vous êtes en droit de me poser maintenant, ben oui, et alors les couches modestes, les perturbateurs... Non, moi je veux savoir si votre norme c'était l'agriculture biologique. Donc vous me dites c'est l'agriculture biologique, donc je pense que vous enlevez le sulfate de cuivre, le permanganate sur les poires, le soufre. Oui, alors, effectivement, donc d'abord moi je n'utilise pas la norme, vous avez aperçu. Je ne parle pas de norme. L'agronomie, nomos, la norme, moi à ça j'oppose une agrologie, la logique du scientifique. Donc je ne suis pas en train de donner des leçons. Donc je ne suis pas du tout normatif. Mais effectivement, il y a des choses sur lesquelles l'agriculture, toutes les formes d'agriculture, on parlera d'agriculture de conservation si vous voulez aussi, qui relève assez largement de l'agroécologie et qui peut se perfectionner, notamment par rapport au glyphosate. Mais alors effectivement, il faut différencier entre les trois. Je dirais que pour le cuivre, vous savez que quand des consommateurs, alors c'est pas mon cas, je le dis tout de suite, dans l'alimentation, complètent leur alimentation avec des alicaments, très honnêtement, vous découvrez dans les alicaments, il y a du cuivre. C'est-à-dire que Français, je parle là pour les Français, à l'exception des quelques grands mangeurs d'huîtres et de fruits de mer, nous sommes plutôt déficients en cuivre. Donc le fait qu'il y ait des résidus cuivrés dans notre alimentation, c'est pas ça le problème. Mais par contre, les champignons mycorhiziens dont je vous parlais tout à l'heure, si vous commencez à mettre du cuivre, alors là, c'est rémanent, donc ça dure longtemps dans la couche superficielle des sols, et ça contribue effectivement, même si vous voulez inoculer des champignons mycorhiziens, vous n'y parviendrez pas. Donc effectivement, oui, il est impératif que l'agriculture biologique se perfectionne, comme l'agriculture de conservation, qui un jour va devoir se passer du glyphosate. Je veux dire, parce que moi, le glyphosate, vous savez, l'agriculture de conservation, c'est des gens qui pratiquent le zéro labour, ce dont je vous ai parlé, mais qui utilisent les vers de terre pour enfouir la matière organique, utilisent les vers de terre pour rendre le sol poreux, mais le ver de terre, lui, ne digère pas l'herbe qui est à la surface et l'enfouit dans le sol. Du coup, les gens qui pratiquent une agriculture de conservation, pour lutter contre les herbes adventices, mettent du glyphosate. Et alors là, effectivement, je vous le dis tout de suite, là, il nous faut d'une très grande clarté. Si vous me demandez, monsieur Dufumier, le glyphosate, cancérigène avéré? Non. Non, absolument. Je vous réponds, texto, non, ce n'est pas statistique. Parce que les scientifiques, quand ils disent ce n'est pas avéré, ce n'est pas statistiquement avéré, n'oublie pas que chez les scientifiques, c'est ça que ça veut dire. Et le fait que les glyphosates, l'AMPA exactement, le métabolisme de la décomposition du glyphosate, est-il ou non un cancérigène? Alors on dit probable et non pas avéré, et je suis de ceux qui disent probable et non pas avéré, parce que statistiquement, il nous faudra attendre 100 ans pour voir si statistiquement, la moyenne d'âge d'apparition du cancer du sein, du cancer de la prostate, de la maladie de Parkinson et de Alzheimer, si pour la jeune génération,
C'est vrai que on le prédit une dizaine d'années plus précoce l'apparition de ces maladies, qui pour nous étaient des maladies du vieillissement. On ne connaît même pas encore la moyenne d'âge pour les gens de mon âge, on ne connaît pas pour les plus jeunes, donc je m'interdis de dire le glyphosate cancérigène avéré. Par contre, démontrer, oui, comme il y a 30 ans, rappelez-vous, il y a 31 ans, le rapport du GIEC nous disait réchauffement climatique global. Et il y a même un scientifique, je crois qu'il a été ministre même à un moment, je ne vais pas citer son nom, il avait dit, c'est pas avéré. Ah, je cite son nom, c'était Claude Allègre. Et bien écoutez, ce monsieur qui a fait retarder la compréhension de ce qu'est le réchauffement climatique d'une trentaine d'années, qu'il n'ait pas eu de procès, alors qu'il y a déjà eu des morts, moi, ça m'insupporte. Donc effectivement, c'est démontré, les gens qui connaissent bien la molécule, qui connaissent bien les glandes endocrines, qui connaissent bien la physiologie, nous l'ont démontré, le réchauffement climatique et l'effet de serre, c'était démontré. Aujourd'hui, statistiquement, la date des vendanges, 10 jours plus précoce que les 30 années antérieures, c'est statistiquement avéré, mais excusez-moi, oui, il faudra aussi que l'agriculture de conservation progresse. L'agroécologie est une source d'inspiration. Je ne suis pas dans les normes, je ne suis pas dans la doctrine, je ne suis pas sectaire. C'est une très grave erreur. Moi, la guerre de religion, agriculture raisonnée, agriculture biologique, agriculture de conservation, agriculture permaculture, etc. Chacun a sa religion. Allons-y, tuons-nous. Ça, c'est pas du tout ma façon de parler. Ouais, juste parce que, enfin, en gros, je vois bien qu'il y a des principes qu'on devrait appliquer au niveau politique sur aisément, mais juste, moi, je me demande pourquoi il n'y a pas d'exemple d'application de vos principes. Parce que quand on prend les exemples des fermes Rabi, on voit qu'il y a plein d'intrants extérieurs, ils font payer les stagiaires, etc. Au niveau de la permaculture, moi je conseille de voir la vidéo de Antoine le potagiste. C'est un ingénieur informaticien, donc au moins il est quelque chose de rigoureux dans sa démarche. Et je reste quand même très circonspect sur pas mal de principes comme ça. Et vous allez me dire, peut-être, le bec est loin. Le bec est loin, il y a une étude socio-économique, mais économiquement, c'est quand même limite. Hein. S'ils vendent des stages de yoga à 500 €, c'est peut-être pour équilibrer. Voilà. Non, ben, nous sommes d'accord. Nous sommes totalement d'accord. Moi, je connais bien la ferme de bec et loin, parce que j'étais dans leur conseil scientifique au début. Je me souviens que ce n'étaient pas des agriculteurs au départ, hein. Donc j'étais dans les conseils. Aujourd'hui, quand je vais là-bas, c'est eux qui me donnent des leçons, par contre. Mais, alors, il nous faut être très clair. La permaculture est la seule forme d'agriculture biologique en France qui d'emblée accroît les rendements à l'hectare. Toutes les autres diminuent les rendements. Mais la permaculture, comme toutes les formes d'agriculture biologique, parce que plus diversifiée, exige plus de travail. Si on ne rémunère pas le travail des agriculteurs, vous pouvez déjà partir, mais ils ne parviendront pas. Tout ce que je vous ai dit ne sert à rien. Si on ne se donne pas les moyens de rémunérer correctement des agriculteurs qui pratiquent une agriculture totalement différente, vous avez raison, c'est une révolution agricole, mais si le surcroît de travail en question n'est pas correctement rémunéré, ce ne sera pas rentable. Nous sommes totalement d'accord. Et du coup, la proposition serait que le contribuable paye les services environnementaux. Le contribuable, c'est les subventions de la politique agricole commune, c'est des impôts que nous payons déjà, et vous mettez les services environnementaux. Ici, à tel endroit, attention, c'est une subsidiarité. Hein. Là, maintenant, c'est plus le scientifique qui parle, hein, c'est le politique. Hein. D'ailleurs, je voudrais surtout qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Séparez bien ce que j'ai dit en tant que l'agroécologue, c'est-à-dire que c'est fondé scientifiquement parlant, et il y a toutes les raisons techniquement d'être optimiste. Quand je vous ai dit politiquement, je reste mobilisé, là, maintenant, je réponds sur le côté politique. Les subventions de la politique agricole commune, 9 milliards d'euros à peu près en France tous les ans, si au lieu d'être subventionné à l'hectare et des aides, les agriculteurs, vous avez besoin d'aide, vous êtes mendiants, et puis je veux dire, les agriculteurs, très honnêtement, qui s'entendent dire tous les jours, vous vivez comme des mendiants, c'est nous contribuables qui vous subventionnons. Et avec ça, qu'est-ce que vous faites? Des algues vertes sur le littoral breton, du glyphosate dans la nappe phréatique. Mais c'est insupportable d'entendre ça aujourd'hui. Et pourtant, c'est vrai, malheureusement. Donc, ce n'est pas des subventions à l'hectare qu'il nous faut. C'est les services environnementaux. À tel endroit, on connaît des techniques plus à même de séquestrer du carbone dans les sols, de ressusciter l'humus, de sauvegarder les sols de l'érosion. On est conforme avec la COP 21. Écoutez, dites-moi à quel prix vous êtes prêt à mettre ces techniques-là, je vous paye. Vous mettez des légumineuses dans vos rotations, dans vos assolements. Vous nous évitez des importations de soja et de soja transgénique. Vous nous évitez des émissions de protoxyde d'azote, principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. C'est d'intérêt général.
Vous ressuscitez avec les luzerne, les trèfles, les abeilles et la biodiversité. Mais dites-moi, à quel prix êtes-vous prêt à mettre des légumineuses dans votre rotation? Je vous paye. Le supplément de travail, il est payé. Vous mettez des infrastructures écologiques, des nichoirs pour les mésanges bleus, pour les chauves-souris. Ça s'attaque aux insectes prédateurs et ça nous évite les pesticides. Dites-moi à quel prix je vous paye. Mais si on prenait les agriculteurs, enfin, pour des travailleurs qui méritent d'être correctement rémunérés pour leur travail, et non pas comme des mendiants à qui on va donner des subventions de façon très inégale en fonction de la surface, mais écoutez, ça irait bien mieux. Et que je m'en râle. Oui, vous avez raison. Alors, j'ai deux autres questions, là. Donc, Jean-Pierre? Alors, on a visité hier une installation de méthanisation très intéressante. Alors, un peu dans votre sens, ils cherchent à limiter beaucoup les intrants, hein, même s'ils ont un peu d'isée de porc. Alors, malgré tout, moi, je me pose une question d'un autre niveau, qui est le bilan global de la méthanisation. Est-ce que, aujourd'hui, par rapport à toutes ces déjections animales, qu'on va donc utiliser pour faire du gaz de synthèse, est-ce que c'est la meilleure utilisation qu'on peut avoir de ces déjections animales, ou est-ce qu'elles n'auront pas un autre rôle bien plus utile dans l'agriculture raisonnée, etc. Est-ce qu'on est dans la bonne voie en développant massivement le biogaz? Alors, très clairement, je n'ai pas vu hier l'usine, hein, donc j'étais occupé, je suis arrivé ce matin. J'ai cru comprendre que ce n'était pas pour le réseau électrique. C'était pour le réseau électrique, mais ce n'est pas pour les choses. Je pense que ce n'est pas les plus grandes unités. Moi, la vraie question que je me pose, c'est effectivement les biodéchets agricoles ou autres, à quoi auraient-ils servi s'ils ne servissaient pas pour la méthanisation? Alors, dans certains lieux, je ne vous cache pas, moi, je suis très pro-méthane. Je connais des lieux dans le monde où le méthane, y compris au Vietnam, alors là je parle de minuscules petites fermes, mais je veux dire, les gens utilisent effectivement toute la injection pour fabriquer du méthane, et c'est ça qui permet la chauffe pour la cuisine, et ça évite du bois de chauffe dans un pays déjà très largement déforesté. Alors là, inutile de vous dire que là, le bilan méthane, je suis pour. Je pense que chez nous, dans certaines fermes, on utiliserait effectivement les déjections végétales et les résidus de culture, les déjections animales, les effluents d'élevage et les résidus de culture pour faire du méthane, pour avoir de l'énergie, pour le séchage en grange et avoir du foin. Moi, je vais vous dire, en circuit court, je pense que ce serait hautement rentable. Par contre, les très grosses unités, et là, celle d'hier, je ne vais pas visiter, mais comme on voit dans l'est de la France, où c'est d'ailleurs pour injecter dans le réseau de gaz naturel avec des cultures dédiées, là, je m'insurge, je suis contre. Je suis contre, mais parce que j'introduis ce que les économistes appellent des coûts d'opportunité. Vous savez, les mensonges, très fréquemment dans nos débats. Les mensonges, c'est par omission. On nous dit, regardez, bon, on m'avait enseigné ça au départ, l'éthanol, avec le saccharose de la betterave. Parce qu'on a quand même nos impôts, on finançait des usines d'éthanol. Maintenant, on subventionne leur fonctionnement. Et on m'avait dit, avec le saccharose, on va pouvoir produire de l'éthanol et être compétitif. Et y compris en consommation d'énergie fossile, il faut 0,8 litres d'énergie fossile pour produire 1 litre d'équivalent éthanol. C'était positif. Sauf qu'on oublie, ce sucre qui ne sert pas à la confiserie et qui sert à l'éthanol, son usage qui aurait été fait si on n'avait pas utilisé l'éthanol, qu'est-ce qu'on en ferait pour les confiseries d'ailleurs? Il faudra accroître le rendement de la betterave à côté. Et comment? Avec des engrais azotés de synthèse? Et coûteux en énergie fossile? Ah ben non, là je suis pas contre. Là je suis contre. Donc les coûts d'opportunité, c'est-à-dire les coûts cachés, les principaux mensonges pour l'éthanol, l'agrodiesel et pour le méthane, mais pour le méthane je suis plus nuancé que pour l'éthanol et l'agrodiesel. Ben alors l'agrodiesel c'est le pire. D'ailleurs, aujourd'hui on voit que même Total aujourd'hui essaie d'importer l'huile de palme pour faire son agrodiesel, l'huile de colza ne peut pas être rentable. Mais on a trompé des agriculteurs en disant faites du colza. Faites du colza, allez-y, on va en faire d'éthanol. Et oui, le colza qui sert à faire d'éthanol, il ne fait plus de la salade. Et du coup, pour avoir de l'huile de salade, il faut accroître le rendement du colza d'à côté. Comment? Avec des engrais azotés de synthèse, très coûteux en énergie fossile, très émetteur de protoxyde d'azote. On trompe les gens. Voilà. Donc je n'ai pas une réponse catégorique, mais les très grandes unités qu'on voit dans l'est de la France, franchement, je suis contre. Celle d'hier, je n'ai pas visité. Alors, il y a eu peut-être une imprécision là. Ce qu'on a visité hier, c'est une toute petite, hein, c'est 11 ou 30. Et ils font à la fois, donc, ils utilisent que les déchets, enfin les litières animales, ils font à la fois de l'électricité et ils vont utiliser la chaleur pour sécher de la luzerne. Donc là, je suppose que dans ce cas-là, vous êtes pour. J'ai pas bien compris ce que... À coup sûr, c'est de la chaleur. De toute façon, c'est quand même vrai que si on pouvait récupérer le méthane qui est dégagé d'un fumier,
Alors, est-ce que c'est... Moi, je pense qu'aujourd'hui, les solutions les plus adéquates, mais j'en fais pas la promotion, plutôt que de faire du méthane, parce que ça devient très compliqué avec le fumier, si on ne met pas une unité de biogaz, c'est carrément une torchère, on transforme le biogaz en gaz carbonique, on divise par 20, 25, la contribution au réchauffement climatique. C'est pas une bonne solution, mais c'est quand même la moins pire. C'est dommage de ne pas utiliser les chalons. En tout cas, des petites unités qui utiliseraient que des cultures intercalaires avec les effluents d'élevage, moi je demande à voir, je n'ai pas encore les calculs, j'étais pas là quand est intervenu Hervé Guillaumard hier, mais honnêtement, moi je vous pose la question, mais pourquoi l'INRAE n'a pas fait cette étude? Pourquoi? Alors, on a une question, mais qui n'est pas de l'INRAE, donc il ne pourra pas vous répondre. Non, mais... Oui, c'est une question pour ne pas décevoir Claude Gendron. Oui, vous avez parlé d'emploi. Alors, effectivement, ce que vous préconisez, ce que vous décrivez, etc., suppose l'accroissement de la population agricole. Est-ce que vous avez essayé de chiffrer ce que ça représente pour un pays comme la France? On lit quelquefois quelque chose de l'ordre de 500 000 emplois supplémentaires par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez ce genre d'estimation ou est-ce que vous avez les vôtres? Voilà. Alors effectivement, là, on est vraiment dans les ordres de grandeur, hein, donc je vais être hyper prudent. J'aurais envie de dire que si vraiment s'inspirer de ce que j'ai raconté de l'agroécologie un peu partout, oui, les 500 000, c'est-à-dire plus que doubler l'emploi agricole, hein, on est presque pas très loin de devoir le tripler, la réponse serait la réponse oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il faut quand même être très honnête, si vous me dites en maraîchage, le passage d'un maraîchage ordinaire à la permaculture, alors c'est compliqué parce qu'au début, vous accroissez considérablement. Alors déjà, sans passer à la permaculture, un maraîchage inspiré de ce que je vous raconte, du fait du seuil d'hébergeage, oui, vous multipliez par 3 l'emploi. Mais là, honnêtement, monsieur aurait raison de m'interroger, est-ce que ça peut être rentable? Parce que je ne suis pas bisounours. Ça, c'est une vraie question quand même. Parce qu'on multiplierait par 3. Et je ne vois personne vouloir commencer à payer beaucoup plus cher ses fruits et légumes, parce que ça exigeait beaucoup dans le désherbage. Alors la permaculture a ce mérite, c'est qu'une fois qu'elle est établie, comme c'est la plante cultivée qui fait l'ombrage à l'herbe, il y a moins de désherbage. Et ça, c'est après 10-15 ans, pour reprendre des expériences de Bec et Loin, c'est après 10-15 ans, effectivement, on minore le travail. Le lait, alors, le lait bio, allez, vous multipliez par 1,5, parce qu'un lait bio à l'herbage, hein, j'entends, plutôt que d'importer du tourteau de soja, vous multipliez l'emploi, vous multipliez par 1,5. Et puis une céréale, je vais vous dire, vous faites ça en bio, vous multipliez l'emploi que par 1,2. Donc, si on va jusqu'à l'extrême de ce que j'ai raconté, mais quand je parle de transition agroécologique, ce ne sera pas du jour au lendemain, soyons clairs, oui, je pense que multiplier par 2,5 l'emploi, à l'extrême de ce que je raconte, oui, c'est vrai. Mais ça voudrait dire qu'en France, toutes les surfaces, vous comprenez que la permaculture avec des céréales et de la betterave, ça n'existe pas encore en France. Et la pénibilité? Il y a une pénibilité de l'emploi ou... Alors, la réponse pour le maraîchage, très clairement, oui. Là, très clairement, la pénibilité de l'emploi pour le maraîchage, le désherbage, très grosse source de pénibilité. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut faire l'effort. Quand on parle, je vous ai cité le petit robot chez Château du Casse, parce que précisément, la question elle est là. Est-ce que la mécanisation, la motorisation, la robotisation, la dronisation, est-ce que c'est remplacer des gens par des machines et que du coup les gens soient au chômage? C'est-à-dire on joue la courbe de l'agrandissement des fermes. Et puis, vous savez que chaque fois qu'une ferme disparaît en France pour servir à l'agrandissement des voisins, c'est toujours du chômage en plus. Parce que si la fille, le fils du fermier trouve un emploi, tant mieux, hein, c'est vraiment leur droit. Mais il le prête à quelqu'un d'autre qui n'en aura pas. Quand on est à 8-10% de chômage, et la ferme qui s'agrandit avec les terres libérées, ça ne crée pas d'emploi. Ça amortit les robots de traite plus vite, ça amortit plus vite la moissonneuse batteuse, mais ça ne crée pas d'emploi. Donc oui, l'agriculture moderne de demain va devoir être intensive en emploi, plus artisanale pour toutes les raisons qu'on a dit, adaptation, atténuation et alimentation saine. Mais il faut par contre, tout ce qui est motorisation, mécanisation, dronisation, qui est alléger la pénibilité du travail, ce qui est le cas de ce petit robot qui fauche l'air, parce qu'on devrait faucher l'air entre les rangées de vignes et Château du Casse, je ne vous raconte pas la pénibilité. Moi, y compris un drone, si c'est pour mettre des lâchers de trichogrammes à un endroit où il y a plus de pyrale du maïs, je ne suis pas contre. Je préférais qu'il y ait des haies spontanées qui hébergent des trichogrammes et qu'on n'ait pas besoin du drone. Mais dans la période de transition, moi, le fait que c'est high-tech, si ça aide vraiment à alléger la pénibilité du travail, et ça permet la transition agroécologique, moi je ne suis pas contre. Vraiment, c'est pour ça que moi la norme,
Moi, je ne parle pas de normes. Hein. Je pense, allez, on va progresser, on fait marcher notre logique. On va avoir une dernière question. Oui, excusez-moi. Je sens que ce que j'ai raconté est caricatural, mais quand le temps est court... Oui, je voulais abonder un petit peu dans ce sens-là. Tout à l'heure, au début, on a bien compris que le problème de l'alimentation mondiale, c'est pas un problème de ressources, mais de redistribution. En France, il y a quand même 5 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui dépendent totalement de la charité nationale. Simplement, c'est un problème de vase communicant. Ces gens-là, on pourrait très bien leur proposer des travaux totalement gratifiants, si c'était bien présenté, parce qu'effectivement, travailler dans la nature, c'est quelque chose d'infiniment gratifiant, mais on préfère les laisser au RSA, parce qu'il y en a là-haut que ça arrange bien. Oui, je partage de méthode sociale. Non, mais je partage assez volontiers l'idée qu'on n'est pas pour l'assistanat et que les gens méritent de pouvoir, alors le terme anglais c'est un peu empowerment, c'est-à-dire prendre en main leurs propres affaires et dégager des revenus suffisants pour sortir de ce marasme en question. Alors qu'il y ait une initiation, initialement une injection de capital absolument nécessaire, ça par contre j'en suis convaincu. Mais oui, je pense qu'on pourrait... Alors moi, les formes d'agriculture urbaine, périurbaine, j'aurais encore à faire une conférence entière là-dessus, je n'ai pas la faire. Mais je pense que terre de liens, donner l'accès à des urbains, à des terres agricoles, proximité des villes, ou même parfois en ville, dans certaines villes, et effectivement les rémunérer dans un premier temps pour un travail. Je connais des municipalités qui ont fait ça, hein, où tout est bio dans les cantines, parce que les terres en régie, récupérées par la municipalité, procurent des emplois. Alors soit on loue les terrains beaux amphithéotiques à des agriculteurs moyennant l'engagement agriculture biologique, parce que l'agriculture biologique, son mérite, c'est le logo, le label, etc. C'est ça qui la rend plus rentable aujourd'hui, effectivement. Mais, alors là où je suis d'accord avec vous, mais plus encore, c'est que nous, il nous faut arrêter d'exporter nos surplus de blé, nos surplus de gamme et de poudre de lait pour ruiner là-bas. Parce que là-bas, les gens qui se retrouvent dans les bidonvilles, c'est beaucoup plus grave. Haïti, je veux dire, les narcotrafiquants, les gangs, je ne sais pas si vous lisez la presse, Mexique, Brésil, des pays émergents qu'on dit, hein, Brésil, Argentine et autres, mais la misère est bien supérieure au Laos, je veux dire, mais bien supérieure, et les gens sont des boucliers humains de narcotrafiquants. Donc, si on pouvait faire en sorte qu'ils soient protégés par des droits de douane, nous, on se protégerait des sojas transgéniques par des droits de douane, mais je veux dire, il y a la COP26 en ce moment à Glasgow. Mais pourquoi, à la COP26, on ne discute pas des échanges internationaux des produits agricoles, du droit des peuples à se protéger pour avoir une agriculture vivrière et gérer en circuit court le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle des coccinelles, le cycle des abeilles, etc. Allons-y. Mais laissons ces peuples se protéger de nos excédents. Nous, on se protégera des excédents brésiliens. C'est valable pour les Brésiliens, c'est valable pour les Sénégalais. On a tous intérêt. Et les droits de douane, c'est une ressource pour les États pour qu'ils financent justement, pour les gens qui sont dans les bidonvilles, des emplois d'agriculture urbaine, périurbaine et autres. Donc allons-y. Mais moi j'ai qu'une seule question. Qu'est-ce qu'on attend? Excellente question. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là, on va passer à la suite.